Sous les pixels des satellites et les nuages de points des capteurs optiques, nos forêts racontent une histoire fragile. Stress hydrique, dépérissement, cicatrices invisibles. Grâce à l'IA, ces signaux faibles deviennent lisibles. L'IA, cette grande méchante qui bouleverse le travail, explose la facture carbone du numérique. Peut-elle venir au chevet de nos forêts? Prenons un peu de hauteur de vue haut, très haut, avec notre invité Loïc Landrieux. Il est chercheur spécialisé en apprentissage automatique appliqué aux problématiques géospatiales. Voici sa présentation sous applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis Loïc Landrieux, chercheur à l'ENPC et à l'IPP. Et aujourd'hui, je vais vous parler de machine learning et de forêt. C'est des travaux que j'ai effectués avec certains de mes étudiants qui sont ici, et aussi l'équipe de Philippe Sied du laboratoire Sciences Climat Environnement. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser aux forêts? Pourquoi c'est important d'être capable de suivre les forêts? Les forêts sont un élément majeur du cycle du carbone. Il y a autant de carbone dans les forêts que dans le reste de l'atmosphère tout entier. Donc ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est vraiment quelque chose de majeur et d'assez mal compris. Ensuite, il faut absolument être capable de détecter rapidement et efficacement la déforestation. Donc ça a un intérêt écologique évident, mais aussi économique, avec les nouvelles régulations de déforestation à l'échelle européenne, qui empêchent de nombreux biens de rentrer dans le marché commun s'ils sont liés à la destruction de ne serait-ce qu'un seul arbre depuis 2020. Enfin, le climat change, on en est tous conscients, ça impacte les forêts de manière non triviale. Il faut donc pouvoir suivre les forêts et leur santé en temps réel. Donc maintenant, à quoi ressemblerait l'IA idéale qui poursuivre les forêts? Donc ça, c'est les ambitions de ce qu'on veut faire. D'abord, il faut que ce soit multitâche. On s'intéresse bien sûr à la biomasse, à la quantité de carbone qui est séquestrée dans un arbre, mais aussi à la santé des forêts et toutes sortes d'indicateurs de biodiversité. On veut travailler à plusieurs échelles simultanées. La plupart des analyses de forêt s'effectuent à l'échelle d'un arbre, mais on voudrait porter ça à l'échelle de continents, voire du monde tout entier. On a aussi un aspect multitemporal. Il faut être capable de détecter des événements de déforestation, pas 10 ans après les faits, mais rapidement. Mais on veut aussi pouvoir suivre des tendances à l'échelle d'une année, d'une décennie, et même, on va le voir un peu plus tard, de siècles entiers sur les forêts. Cette analyse doit nécessairement être multimodale. Il existe de très nombreux satellites qui peuvent nous donner des informations très précieuses sur les arbres, mais il n'y a pas un satellite ultime qui nous donnerait le meilleur type d'information. Il faut être capable de combiner toutes ces observations en des descripteurs le plus riches possible. Et enfin, on parle de traiter des dizaines de millions de kilomètres carrés, des centaines de milliards d'arbres. Donc nécessairement, ces modèles doivent passer à l'échelle. Je vais faire un rapide rappel sur comment est-ce qu'on peut mesurer, ou en tout cas estimer, la biomasse, la quantité de carbone dans un arbre. Il y a une seule méthode pour mesurer la biomasse d'un arbre, c'est le couper en petits bouts, mettre les petits bouts dans un four pendant plusieurs jours et peser ce qui reste. Donc ça, c'est super précis, ça donne exactement la bonne quantité de carbone. Par contre, c'est pas très bon pour la forêt, donc on n'a pas envie de faire ça à l'échelle. Une deuxième manière, c'est on va directement dans la forêt soi-même et on fait toutes sortes de mesures sur l'arbre. Par exemple, là, on peut mesurer le tronc, la hauteur du houppier, etc. On rentre toutes ces mesures manuelles dans des équations qu'on appelle des équations allométriques et qui nous donnent une estimation du volume de bois ou de la biomasse de la forêt. Donc ça, c'est très précis, mais ça demande d'aller sur place. Donc forcément, ça passe pas trop à l'échelle. On peut sinon aller dans la forêt avec son lidar terrestre qui coûte très cher, qui va faire des scans avec des centaines de millions de points de la forêt environnante et qu'on peut utiliser pour mesurer le volume, pour avoir en tout cas une estimation du volume de bois. Si on a confiance en notre pilote, on peut monter le lidar sur un drone qui va voler au-dessus de la forêt. Et si le drone vole assez bas, on va même avoir des points sur le tronc qui permettraient d'avoir des équivalents de mesure de la taille du tronc, qui est très importante pour le volume. Plus haut, on peut monter le lidar sur un avion ou sur un hélicoptère, donc qui pourra scanner de plus grandes zones. Par contre, la densité ne sera jamais assez bonne pour avoir des informations sur le tronc. Mais si on a des points en haut de la canopée et en bas de la canopée, on peut soustraire le point le plus haut moins le point le plus bas, ce qui nous donne une mesure très précise de la hauteur de l'arbre. Enfin, il existe aussi des lidars spatiaux, notamment sur l'ISS, qui bien sûr donnent des informations agrégées à très basse résolution, mais globales et qui sont aussi extrêmement instructives.
Donc on peut placer toutes ces méthodes sur une courbe, enfin, sur un graphe qui a deux axes. La précision, à tel point on s'approche d'une vraie mesure de la biomasse, et le passage à l'échelle, qu'on peut mesurer comme quelle quantité d'arbres, combien d'arbres on peut traiter en une journée avec une équipe dédiée. D'abord, le sampling destructif, donc bon, pour le coup on a la biomasse, ça met plusieurs jours pour chaque arbre, mais si on est bon et a un paquet, on peut dire qu'on peut traiter, disons, 10 arbres par jour, c'est cet ordre de grandeur. Maintenant, si on fait des mesures manuelles, et on passe plusieurs minutes sur chaque arbre, ça prend un certain temps, mais encore une fois, on peut dire qu'on peut traiter 1 hectare par jour. Et ça nous donne donc des mesures allométriques. Si maintenant on regarde le lidar terrestre, on peut traiter de plus grandes quantités de données, ce qui nous donne une bonne estimation du volume de bois. Le lidar par drone donne une estimation, bon, la précision de l'estimation de volume va dépendre de la hauteur du drone, mais on peut traiter maintenant des dizaines de kilomètres carrés par jour. Le drone aérien, on peut traiter maintenant des centaines de kilomètres carrés par jour, mais le mieux qu'on a, c'est la hauteur de la canopée. Et les satellites, où on a jusqu'à des millions de kilomètres carrés par jour qui sont acquis, par contre, on a au mieux, en tout cas au premier ordre, rien de mieux que le couvert forestier. Où est-ce qu'on a des arbres, où est-ce qu'on n'a pas d'arbres. D'accord ? Et donc, je vais vous parler de différents projets de mon équipe qui ont pour objectif principalement de faire monter ces points vers le haut, à précision, ou les faire aller sur la droite pour les rendre plus efficaces. Donc la première dont je voudrais parler, c'est on se demande, OK, avec le satellite, on sait prédire le couvert forestier, ça c'est plus ou moins établi. Est-ce qu'on peut prédire la hauteur de canopée à partir d'images satellites? Donc la réponse, c'est oui, en grande partie grâce au projet LIDAR haute définition de l'IGN, qui a acquis toute la France en LIDAR aérien. Donc on a la hauteur de tous les arbres de France avec énormément de précision. Ça a pris 5 ans, ça a coûté 50 millions d'euros au moins. Donc c'est pas quelque chose qu'on va refaire tous les 4 matins, mais on a cette vérité terrain. On a la hauteur de tous les arbres du territoire au moins à un moment donné. Donc si on couple ça avec des images très haute définition, on peut maintenant entraîner un modèle à passer des images à la hauteur de canopée. C'est un problème qui est bien défini, un problème de régression dense. On veut prédire la hauteur pour chaque point. On a des centaines de milliards de labels de vérité terrain. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment se faire avec le deep learning actuel. Donc voilà, on a notre image, on veut prédire le couvert forestier, où sont les arbres et où est-ce qu'on n'a pas d'arbres, et ensuite quelle est la hauteur de chaque arbre. Donc comment c'est possible? Comment est-ce qu'à partir d'une image aérienne, on pourrait arriver à prédire la hauteur d'un arbre en sachant qu'on a une seule image et qu'on voit de haut? Donc c'est de l'apprentissage profond, donc bien entendu c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est fait, mais si moi je devais le faire, c'est comme ça que je le ferais. D'abord j'essaierais de prédire l'espèce de chaque arbre et j'apprendrais une distribution empirique de la hauteur de chaque arbre, de chaque espèce. Et ensuite, quand c'est possible, j'utiliserai des indices accessoires, comme par exemple comparaison avec des bâtiments ou des pylônes dont je connais la hauteur, ou les ombres portées pour désambiguer. Mais ultimement, c'est du deep learning, donc il y a beaucoup de magie noire qui se fait. Le fait est que ça marche et qu'on arrive à prédire avec une très bonne précision, autour de 20% d'erreur, la hauteur des arbres à partir d'imagerie satellite. Donc tout d'abord, on a créé le premier et le seul benchmark entièrement open access qui couple à la fois des images satellites très haute définition et la vraie hauteur des arbres comme mesurée avec du lidar aérien. Tout ça est entièrement open access et l'objectif d'être un benchmark académique pour pouvoir comparer de façon fair les différents modèles. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a en entrée, ça c'est ce qu'on veut en sortie, et c'est ce que prédit notre modèle. Donc on voit que c'est pas parfait, mais on s'en approche quand même pas mal. Et si on compare aux autres produits qui existent, notamment les produits à 3, 10 ou 30 mètres, on voit qu'on a une bien meilleure précision. Ici on a un produit par Meta qui est très bon aussi, un peu moins bon que le nôtre, en tout cas en France. On pense que c'est parce qu'ils ignorent la bande infrarouge qui joue un rôle quand même très important dans l'analyse de forêt. Bon, je vous épargne ça, mais on est les meilleurs. Et maintenant qu'on a un modèle qui peut transformer une image satellite en une carte de hauteur,
on peut l'appliquer à une série temporelle d'images satellites pour avoir une sorte de vidéo avec une hauteur de canopée tous les ans. On l'a appliqué là ici à 11 ans d'imagerie satellite spots. Et donc on a donc les hauteurs de canopée dans le temps, l'évolution. Et si on prend la prédiction d'une année et qu'on retire à la prédiction de l'année précédente, on peut détecter ce qu'on appelle des disturbances, des perturbations, en particulier les types de perturbations où la canopée a beaucoup réduit à certains endroits. Donc il y a très peu de vérité terrain pour les perturbations, parce que ça coûte cher de faire passer un avion une fois, ça coûte 2 fois plus cher de le faire passer 2 fois. Et c'est principalement dans des forêts qui sont en très mauvaise santé, qui sont en train de mourir, ou qui sont donc très monitorées, où il y a des passages réguliers d'avions. Vous voyez ici, en rouge, les polygones de perturbation, des endroits où typiquement il y a des arbres qui sont morts, en tout cas la canopée a été fortement réduite. Donc en rouge, c'est la vérité terrain. Et en bleu, c'est ce que prédit notre modèle. Donc c'est presque aussi bien, mais c'est surtout quelques centimes comparé à des dizaines de milliers d'euros de faire passer un avion au-dessus d'une forêt tous les ans. Quantitativement, encore, je ne vous ai pas les détails, mais ce qui est important, c'est qu'on est les seuls à être capables de prédire des perturbations qui sont en dessous de 100 mètres carrés. Tous les autres produits de détection de changement de forêt se concentrent essentiellement sur des endroits où un gros pan de forêt a été détruit, donc on peut prédire des choses à l'échelle de l'arbre individuel. Ok, donc ça c'était le premier projet. Ensuite, on s'intéresse à autre chose. Est-ce qu'on peut prédire le volume de bois à partir de scans aériens? Donc le consensus étant que non, c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de points pour mesurer le tronc, et c'est la taille du tronc qui est le principal driver du volume de bois. On a quand même essayé avec une méthode qui s'appelle, qu'on peut qualifier de auto-supervisée. Donc on cherche à résoudre une tâche prétexte qui n'a pas d'intérêt en soi, mais qui force le réseau à comprendre les données et à apprendre des descripteurs qui soient riches. Donc on a un scan d'un arbre qu'on a en entrée de notre modèle. Notre modèle va apprendre à déformer un arbre prototype avec des déformations et transformations paramétriques, donc de faibles dimensions, avec pour objectif de reproduire le mieux possible l'arbre qui est en entrée. Cette reconstruction, elle n'a aucun intérêt en soi. On l'a déjà à l'arbre. Mais résoudre ce problème, c'est pas facile, et ça force le réseau à donc apprendre des déformations et des transformations qui soient pertinentes. Et on peut ensuite utiliser ces paramètres de faible dimension, autour de 15 environ, comme des descripteurs de notre arbre original. Donc la déformation et transformation caractérisent de façon très riche et très expressive notre nuage initial. Et ensuite, quand on veut faire des choses plus intéressantes, comme prédire le volume par exemple, on peut utiliser ces descripteurs, et plutôt que d'avoir un nuage de points qui est quand même un objet assez désagréable à manipuler, on a tout simplement un descripteur de taille 15 et un volume par exemple, et on doit simplement faire une régression linéaire, toute petite régression linéaire. On a énormément simplifié le problème. Et donc voici ce que ça donne. Donc en blanc ici, on a les équations volumétriques quand on donne les mesures effectuées sur le terrain. Bien sûr, c'est imbattable, on ne peut pas faire mieux que ça. Mais on voit que notre modèle, avec seulement quelques centaines d'exemples d'entraînement, arrive à faire quasiment aussi bien. C'est-à-dire que maintenant, on a un modèle qui met quelques minutes à entraîner, avec seulement quelques exemples qu'on peut donc adapter à différents biomes, rajouter des nouveaux exemples pour l'améliorer, etc. Un autre avantage, c'est que notre modèle, c'est essentiellement un simple MLP, un simple Feed-Forward Network, donc c'est extrêmement rapide. Des milliers de fois plus rapide que les modèles physiques complexes qu'on utilise à partir d'images de lidar terrestre pour estimer le volume. Et l'étudiant qui a travaillé là-dessus est maintenant en train de passer à l'échelle cet algorithme sur la France tout entière pour avoir pour la première fois une estimation du volume de bois sur le territoire entier. Ok, un autre projet. Donc maintenant, on s'intéresse à améliorer la précision du lidar terrestre, où on peut aussi le voir comme améliorer l'efficacité des mesures manuelles. Donc comment ça se passe quand on a un lidar terrestre? On l'amène au milieu de la forêt, ça va nous donner un nuage de points de centaines de millions de points, mais c'est difficile à exploiter. Il faut, en combinaison de ça, que l'opérateur fasse une liste de tous les arbres qui sont autour de lui, à quelle distance, quel azimut, quelle hauteur du houppier, etc., etc., pour pouvoir mettre ça en relation avec le nuage de points. Ça met des heures, alors que l'acquisition ne met que quelques dizaines de minutes. Donc ce qu'on a fait à la place, c'est un protocole où on demande à l'opérateur, plutôt que de faire cette longue liste, de simplement nous donner 3 valeurs.
dans un rayon de 10 mètres autour de lui ou elle, quelle est la proportion de sol qui est recouvert par de la végétation. Même question à 1,50 m à hauteur d'œil. Et même question au niveau de la canopée, donc quelle proportion du ciel est couvert par de la canopée, dans un rayon de 10 mètres. Et il doit choisir entre 6 valeurs, entre 0 et 100%. Je pense que pour un opérateur un peu qualifié, ça doit mettre environ 5 secondes à faire. Et à partir de ça, on a un algorithme qui peut apprendre à faire des prédictions point-wise, donc à l'échelle du point, alors que toute la supervision se fait sur un gros cylindre agrégé de 10 mètres de rayon. Et en particulier, ça permet de passer d'un nuage de points non structuré, un peu intimidant. On peut faire une segmentation sémantique, c'est-à-dire savoir quels sont les points qui correspondent au tronc, au sol, à la végétation, au couvert forestier, etc., aux différentes strates. Et en particulier, avoir un découpage donc, en différentes strates, entre donc, la canopée, la végétation au sol et le understory, ce qui est particulièrement utile dans la prévention des feux de forêt. OK. Je vais maintenant parler d'une modalité que je n'avais pas encore évoquée, qui sont les cartes historiques. En France, on a des siècles de cartes historiques. On se doute bien qu'on ne va pas réussir à prédire la biomasse il y a 300 ans, mais néanmoins, on peut se demander, est-ce qu'on pourrait avoir le couvert forestier? Est-ce qu'on pourrait savoir où est-ce qu'il y avait des forêts à l'époque de Louis XIV, à partir de ces cartes? Donc pour ça, on a récupéré différents atlas, donc des cartes de l'époque de Louis XIV, de Napoléon, Première Guerre mondiale et les cartes actuelles. Et l'objectif, ça serait de découper les forêts dans ces cartes. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Ces cartes, notamment les cartes de Louis XIV, ont été faites par 3 générations de Cassini. Elles sont très très dures à lire et ça mettrait un temps fou à faire. Même à faire une petite vérité terrain pour entraîner un modèle. Donc on voudrait arriver à le faire de manière non supervisée, en tout cas sans utiliser de label historique. Et pour ça, on découpe le problème en 2. D'abord, on va transformer les cartes historiques dans un style plus moderne. Et ça, c'est facile, c'est des méthodes de transfert de style qui sont bien établies. Ici, on a 500 000 km² de cartes alignées, donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Et une fois qu'on a les cartes modernes, apprendre un modèle qui va d'une carte moderne vers qui la segmente, c'est un problème qui est trivial, entre guillemets, parce qu'on a accès à toute la vérité terrain. On a les couches vectorielles de l'IGN, donc on sait exactement où sont les forêts actuelles. Donc, on prend nos cartes historiques, on les transforme dans un style moderne, et ensuite on applique un outil de segmentation. On a transformé un problème, a priori, très difficile, en 2 problèmes faciles et bien compris. Et en particulier, ça nous permet d'avoir une carte du couvert forestier depuis le XVIIIe siècle, et voir quelles sont donc, en tout cas dans la mesure que notre algorithme est correct, quelles sont les forêts pérennes, les forêts nouvelles, les forêts qui ont été détruites, etc. OK. Dernier projet. Je vais vous parler maintenant de satellites. Donc, je vous ai montré qu'on peut prédire la hauteur de canopée à partir de satellites très haute définition. Mais on peut probablement faire mieux. Peut-être même beaucoup mieux. Mais pas avec un seul satellite. On peut faire ça en exploitant la richesse, la diversité des données d'observation de la Terre, qui ont de très différentes résolutions, aussi bien en termes spatial, temporel et spectral. Donc un pixel peut correspondre à quelques centimètres ou même de l'ordre du kilomètre. On peut avoir une seule bande spectrale ou même des centaines de bandes spectrales dans le cas de l'imagerie hyperspectrale. On peut avoir un temps de revisite d'1 heure ou des temps de revisite de plusieurs années ou même aucun temps de revisite pour certains satellites. Et même la nature des données varie énormément. On peut avoir de l'imagerie optique qui donne plein d'informations sur la phénologie des plantes. On peut avoir du radar qui voit à travers les nuages, c'est très, très pratique dans certaines régions. On peut avoir du lidar qui donne l'information géométrique dont on a parlé, etc. etc. Et l'objectif, c'est donc d'avoir des modèles d'apprentissage qui peuvent combiner toutes ces données très différentes les unes des autres au sein d'une représentation unique et expressive qu'on peut ensuite utiliser pour plein de tâches, et notamment détection de déforestation et prédiction de biomasse. Ok, donc je vais juste parler un petit peu de perspective de ce qu'on fait en ce moment. On travaille avec CNES et Airbus sur une nouvelle constellation de satellites extrêmement prometteuse qui s'appelle CO3D, qui permettent d'avoir des images à très haute résolution et aussi des hauteurs de canopée, des modèles de surface à l'échelle globale. Je travaille beaucoup aussi avec des archéologues
Le problème est un peu similaire. On a des nuages de points, et sauf qu'au lieu de chercher de la canopée, on s'intéresse à trouver des vestiges. Donc ici, c'est en Asie du Sud-Est, des vestiges khmers, et sous la jungle. Et l'objectif ultime, ce serait de pouvoir estimer l'impact anthropogénique des civilisations disparues, donc en l'occurrence les Khmers disparus il y a plus de 800 ans. Est-ce qu'on peut encore détecter leur impact dans la végétation aujourd'hui? Et j'ai différents travaux avec l'équipe de l'université de Copenhague, qui sont les leaders européens, voire mondiaux, du machine learning pour la forêt. Et s'il me reste 1 minute, je vais juste parler de notre workshop Earth Vision, qui est le workshop de référence pour ceux qui sont intéressés par l'écologie, l'observation de la Terre et la vision par ordinateur, qui a lieu à CVPR à Denver cette année. Et on prend encore des soumissions pour quelques jours. Et les papiers acceptés seront dans les proceedings de CVPR. Merci. Merci beaucoup, Loïc Landrieux. Est-ce que les courageuses et les courageux de la dernière session de la journée ont des questions? Oui, on va vous passer un micro. Voilà, on vous voit bien et on vous écoute, monsieur. Merci pour votre question. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. J'avais une question relative à la détection des feux. Je crois qu'il y a des startups que, personnellement, j'ai travaillé avec le CNES, qui développent ça, qui Kinesis notamment, et notamment Scanopy, me semble-t-il. Est-ce que, par rapport aux éléments que vous avez mis en avant avec la haute technologie, merci, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver justement à coupler vos modèles de prédiction? Vous avez à un moment donné parlé de prévision, enfin détection de départ de feu par rapport à vos cartes. Est-ce que vous pensez que vous avez des modèles qui pourraient justement converger avec ce qui est mis en place aujourd'hui dans ces startups? Merci. Alors, détection de départ de feu, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes résolutions et les mêmes satellites, parce que c'est des choses où on veut réagir dans les heures. Comme moi, je suis content quand on arrive à réagir dans la semaine ou dans le mois. Mais par contre, être capable de découper... Ah, on n'a plus mon écran. On peut remontrer la présentation. Être capable d'avoir les différentes strates, notamment la végétation au sol, qui joue un rôle fondamental dans la propagation des feux, et qui permet d'anticiper les trajectoires de feu. Donc c'est vraiment plus en aval. Je dirais que ce que je fais, c'est assez éloigné de la détection de feu en temps réel, mais peut-être d'anticipation. Et voilà. Monsieur, devant, on vous passe le micro. Moi, j'habite en vallée de Chevreuse, et puis je vole parfois avec un petit drone au-dessus de forêts de Rambouillet, et je vois beaucoup d'arbres morts que je ne détectais pas avant visuellement en me promenant en forêt. Et donc, est-ce que vous savez distinguer les arbres qui sont vivants des arbres qui sont morts? Et j'ai une autre question, j'en profite d'avoir le micro. J'ai fait un voyage il y a quelques années en Patagonie, j'ai vu qu'il y avait des forêts avec une quantité d'arbres morts qui ne pourrissent pas au sol, et qui représente une capitalisation, enfin un stockage de carbone important. Comment vous estimez les volumes de carbone aussi de ces végétations mortes? Alors, entre Rambouillet et la Patagonie, deux questions. C'est une excellente question. Donc, le lidar aérien, on retire le point le plus haut ou le point le plus bas dans le scan. Donc, que l'arbre soit mort ou pas, on n'a pas cette information. Et c'est une limite. C'est complètement une limite de travailler sur du lidar aérien. On a la hauteur de canopée vivant ou morte. Maintenant, il y a de nombreux projets, notamment le projet Dead Tree, qui cherche à prédire et à détecter les arbres morts. Mais ça demande des labels terrain et vraiment une vision experte qui, pour l'instant, ne peut pas être fait à l'échelle. Là, nous, on traite 500 000 km². En 5 ans, recenser tous les arbres morts de France, ça demanderait beaucoup plus de temps. Donc c'est un problème majeur qui demande juste un effort d'annotation supplémentaire, mais c'est extrêmement important. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir. J'ai raté les 10 premières minutes, je ne pense pas que vous en ayez parlé, mais si ça ne concerne que le lidar, moi je travaille avec les 3 DGS, donc les Gaussian Splat et Dino V3, entre autres, de Meta, un modèle qui permet de faire de la segmentation non supervisée. Enfin bon, bref. Je voulais savoir si c'était que le lidar. Vous travaillez avec des nerfs, avec des
Neural Radiance Fields aussi ou pas sur la détection de... Même d'ailleurs, vous avez parlé en archéologie de la détection de vestiges dans les forêts. Est-ce que vous travaillez avec des nerfs par satellite? Donc, il existe des nerfs et aussi des modèles de Gaussian splatting pour reconstruire des modèles de surface, et en particulier de forêt, à partir d'imagerie. Mais c'est des problèmes qui sont très compliqués comparé à celui de la computer vision, parce que typiquement, les différentes views qu'on a sont pris à des temps différents. Donc, il suffit que le soleil soit à un endroit différent, il suffit que ce ne soit pas la même saison. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié sur DinnoV3, est-ce que vous utilisez des modèles pour faire la concordance des données, justement en fonction de la similarité des points, peu importe quand les captures ont été faites, puisqu'il y a des modèles de... C'est pour ça que j'ai parlé d'InnoV3, en fait, j'ai oublié de expliquer pourquoi j'en parlais. Comment vous faites pour matcher les données qui ne sont pas prises au même moment? Matcher des données géospatiales, elles ont le bon goût d'être géoréférencées. Donc en fait, c'est un problème qui est extrêmement dur en computer vision. Le matching, il est quelque part beaucoup plus facile quand on a des données géospatiales, parce qu'on a la longitude et la latitude. Maintenant, donc faire des reconstructions de modèles avec des fonctions implicites, ce qui serait excellent, parce qu'on aurait une résolution arbitraire. C'est clairement quelque chose qu'on voudrait faire. Mais c'est beaucoup plus dur à cause des disrupteurs, des variations dans les images liées donc, à toutes sortes de choses en géospatial, notamment la météo, la position du soleil, le cycle où on en est dans l'année. Donc, à moins de prendre toutes les photos le même jour, ce qui n'est jamais le cas en satellite, c'est un problème ouvert de comment... comment faire des modèles de reconstruction qui soient robustes à ce genre de disrupteurs. Mais c'est un problème extrêmement intéressant. Merci Loïc Landrieux, on vous applaudit, merci beaucoup. Cette première journée du Paris-Saclay Summit s'achève, on vous retrouve demain, il sera question de fusion nucléaire, ordinateur quantique et de prix Nobel au programme. À demain, merci.